Bonjour à tous et bienvenue sur Batmania, la chaîne YouTube consacrée à Batman et son univers. Après avoir parlé d'un comics raté et d'un comics sous-coté, c'est maintenant l'heure de parler du comics le plus connu sur l'univers du Chevalier Noir, The Killing Joke. Ce récit est paru en 1988 et fait partie des récits ayant reforgé l'identité de Batman. Il est édité en France par Urban Comics. Il est composé d'une soixantaine de pages, vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle librairie pour le prix de 14 €. Depuis sa sortie, de nombreuses œuvres de Batman font des références à cette histoire, que ce soit en comics, dans les jeux vidéo, ou même dans les films, l'acteur Heath Ledger ayant déclaré qu'il avait un exemplaire de The Killing Joke afin de se préparer pour le rôle du Joker. Il a également eu le droit à une adaptation en film d'animation en 2016. Les événements présents dans ce comics vont marquer l'histoire de l'univers du Chevalier Noir. D'ailleurs, certains passages sont assez violents. Je déconseille les plus jeunes de poursuivre cette vidéo. Mais que se passe-t-il exactement dans ce comics? Avant de démarrer, je tiens à préciser que je ne ferai pas de partie avec et sans spoil, étant donné que ce comics date de plus de 30 ans, et qu'à l'inverse d'un récit comme Batman le culte, celui-ci est très populaire. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochaines histoires et actualités autour de Batman. Il est enfin l'heure de passer à l'histoire. The Killing Joke, ça commence maintenant. L'histoire commence par une fin de journée des plus banales pour le Chevalier Noir. Sous un ciel pluvieux, celui-ci va se rendre à l'asile d'Arkham afin de donner une petite visite à son plus grand ennemi. Accompagné du commissaire Jim Gordon, les deux hommes vont se rendre à la cellule du Joker afin que Batman ait une discussion avec lui. Face à face, le Joker reste étrangement silencieux à jouer avec ses cartes pendant que Batman entame une conversation avec lui. Ce dernier lui disant qu'un beau jour, leur combat va finir par la mort d'un des deux protagonistes, même si Batman aimerait éviter cela. Agacé par la non-réaction du Joker, Batman va agripper ses mains à son cou et va se rendre compte qu'il est tout simplement en face d'un imposteur ayant pris la place du Joker. Furieux, il va alors lui demander où se trouve ce dernier, mais n'obtiendra pas de réponse de sa part. Il va donc se rendre à sa Batcave où l'attend son fidèle majordome et va démarrer ses recherches quant à l'éventuelle possibilité de retrouver le Joker. Il admet cependant que le rechercher est difficile car le Joker est quelqu'un d'imprévisible, il est impossible de prévoir ce qu'il compte faire, bien que ses crimes soient de plus en plus déments. En effet, il est le seul ennemi de Batman dont l'identité reste inconnue. Ce dernier va même se poser la question, comment peut-on se haïr à ce point sans se connaître? Nous verrons un peu plus tard dans la vidéo quelques éléments présents dans le récit nous donnant des indices sur les origines du Joker. Autre part dans Gotham, un mystérieux individu veut racheter un parc d'attractions délabré et abandonné, un parc où tout peut être potentiellement dangereux. Vous l'aurez deviné, cet homme n'est autre que le Joker. Il va donc lui acheter le parc afin de préparer une fête assez spéciale. Bon, vous l'aurez compris, le verbe acheter est une métaphore pour dire qu'il s'est approprié le parc, en éliminant tout simplement le vendeur, déclarant à ce dernier qu'il va rester sans voix et qu'il pouvait rester afin d'assister à sa fête. Évidemment, ce dernier est littéralement mort de rire à cause du poison que lui transmet le Joker, et va rester éternellement figé avec un sourire démoniaque. Il a un sacré humour ce Joker. Avant de partir, il précise que sa fête ne peut pas se faire sans certains travaux et certains membres du personnel collant à l'atmosphère. Il va également partir à la recherche d'une personne qui est soi-disant le numéro vedette de la fête prévue. Un peu plus tard dans la soirée, nous nous retrouvons chez les Gordon. Pendant que le père colle des articles de journaux dans un album qui ressemble être un album répertoriant les actes marquants du Chevalier Noir, sa fille, elle, lui ramène son café et se prépare à aller à son cours de yoga accompagné de sa voisine. Pendant que les deux personnes avaient une discussion sur la première apparition du Joker en tant qu'ennemi de Batman et sur le fait que celui-ci donnait des cauchemars à Barbara étant petite, une personne sonne à la porte. Sûrement la voisine de Barbara. Et non, quelle surprise de voir le Joker au pied de la porte, armé d'un flingue et accompagné de deux gardes du corps. Ce taré va dans un premier temps tirer sur Barbara Gordon au niveau des reins, puis va ordonner à ses deux loupards de tabasser Jim Gordon et de le capturer. Le Joker nous
nous révélant que c'est Jim, la tête d'affiche de sa fête. Le Joker, lui, reste avec Barbara et va commencer à la déshabiller pour prendre des photos d'elle toute nue. On apprend un peu plus tard que la balle tirée par le Joker a traversé la colonne vertébrale de Barbara, et que cette dernière ne pourra plus jamais marcher de sa vie et va devoir se déplacer en fauteuil roulant. Elle est totalement traumatisée. Elle raconte ce qu'il lui a fait à Batman en insistant sur le fait qu'il soit encore pire qu'avant, qu'il voulait démontrer quelque chose, le tout en utilisant Jim Gordon en tant que numéro vedette de sa fête. Batman va sans plus tarder partir à sa recherche, en interrogeant des plus petits malfrats de la rue jusqu'aux grands criminels comme le Pingouin. Personne ne sait où se trouve ni ce que prépare le Joker, jusqu'au moment où Batman est appelé par le Bat Signal. Le lieutenant Harvey Bullock lui tend une enveloppe. Il s'avère que dans cette enveloppe se trouve une invitation du Joker à l'attention de Batman, accompagnée d'un ticket de fête foraine. Batman comprend et part de suite à la rescousse de son ami, le commissaire Jim Gordon. Durant tout le temps où Batman était à la recherche du Joker, nous apprenons que le commissaire Jim Gordon, détenu par le Joker, se trouve dans le parc abandonné que le Joker avait acquis un peu plus tôt. Il est entouré de monstrueuses personnes, le forçant à se déshabiller et à se coucher devant le trône macabre du Joker. Ce dernier va débuter un monologue expliquant en quoi les souvenirs ne sont pas importants, que le passé n'est autre que tracas et complications, que les souvenirs peuvent permettre de se remémorer de beaux instants de vie, mais que suite à un tournant tragique, les souvenirs peuvent devenir ténébreux et cruels, et qu'il était préférable de les oublier. Il déclare pour finir que nous ne pouvons pas vivre sans nos souvenirs, car ils font partie de notre raison. Mais si les souvenirs étaient trop durs, il y a toujours une porte de sortie pour tout oublier sans son passé. Et cette porte de sortie, vous l'avez compris, c'est la folie. Oui, le Joker souhaite que Jim Gordon devienne comme lui, prouvant que n'importe qui peut devenir fou suite à une mauvaise journée. Il va alors le faire monter dans un manège. Le wagon du manège va traverser plusieurs portes où le commissaire va apercevoir et entendre le Joker via des écrans géants lui chantant une chanson. Cette chanson raconte que perdre la raison permet de ne plus se soucier des malheurs du monde, car tu vois le monde à ta façon et que malgré la situation, tu restes positif avec le sourire tracé sur ton visage. Le wagon va continuer à avancer jusqu'à ce que Jim tombe dans une pièce remplie de photos de sa fille ensanglantée et nue. Une fois le tour de manège terminé, Jim ne parle pas et a l'air totalement déboussolé. Le Joker le compare à un légume. Il va décider de l'enfermer dans une cage afin qu'il réfléchisse à ce que la vie peut parfois être cruelle de manière totalement aléatoire, qu'à chaque instant ta vie peut passer du rêve au cauchemar. Le Joker semble vouloir laisser passer un message disant que du jour au lendemain ta vie peut être détruite. Étant donné son insistance à ce sujet, on peut vaguement laisser supposer qu'il lui est arrivé la même chose dans le passé. Découvrons à présent qui était le Joker avant ses premières confrontations avec Batman. Il y a bien longtemps, dans la ville de Gotham, un homme rentrait chez lui pour retrouver la femme qu'il aime. Cet homme a l'air attristé, en effet, car son métier est humoriste et ce soir, il n'a pas eu la réaction escomptée de son public. Il s'en veut auprès de sa femme, car d'après lui, c'est un minable, qu'il ne gagne pas assez bien sa vie pour lui offrir une vie correcte, et que de plus, il attend un enfant dans 3 mois, et aimerait changer de loyer dans un quartier plus respectable. Pourtant, sa femme lui assure qu'il la fait rire, elle, et que même s'il ne ramène pas assez d'argent, elle aimerait toute sa vie. Malgré les propos de sa femme, notre homme va se rendre dans un restaurant accompagné de 2 hommes étranges. Il leur dit qu'il est prêt à tout pour avoir de l'argent afin de prouver qu'il est un bon mari et un bon père. Il leur avoue qu'il avait un meilleur métier avant d'être humoriste, mais persuadé d'avoir du talent, il tenta sa chance dans le milieu du spectacle. Les 2 hommes vont alors lui proposer un gros coup, une sorte de cambriolage dans une fabrique de cartes à jouer. Ils vont devoir passer par une usine de produits chimiques pour pouvoir y accéder, et étant donné que notre homme y a travaillé avant d'être humoriste, il connaît bien les lieux et pourra donc les guider vers la fabrique. Notre homme va alors demander à ce qu'il trouve quelque chose permettant de le dissimuler afin qu'il ne puisse pas être identifié. Ils vont alors lui présenter le masque du Red Hood, ce masque qui avait déjà servi à un braquage le mois dernier. Les 2 mafieux lui certifiant qu'il allait devenir riche. Il va alors accepter la proposition en se promettant lui-même qu'après ça, plus rien ne sera comme avant. Et pour le coup, il a bien raison. Sa vie ne sera vraiment plus jamais comme avant après ce cambriolage. Quelques jours plus tard, les 3 individus se rendent de nouveau dans le même restaurant afin de se préparer pour leur cambriolage qui a lieu le soir même. Alors qu'il était en train d'expliquer aux 2 mafieux comment il s'y était pris pour mentir à sa femme, cachant le fait qu'il ne soit pas au travail mais plutôt autre part,
tard, un agent de police les interrompt et demande à notre homme de sortir dehors avec lui afin de discuter quelques minutes. Il va être abasourdi quand il va apprendre ce que le policier a à lui dire. En effet, il lui apprend que sa femme est décédée suite à un accident survenu plus tôt dans la journée et alors que cette dernière essayait dans un magasin un chauffe-biberon qui a malheureusement court-circuité. Le policier lui dit de reprendre un dernier verre et de prendre son temps avant de se rendre à l'hôpital afin qu'on lui fournisse plus de détails sur le drame. Après avoir retrouvé ses deux compagnons de fortune, il leur apprend sous le choc qu'il vient de perdre sa femme et que l'opération prévue ce soir n'est plus utile pour lui. Les deux hommes ne sont pas vraiment de cet avis, lui promettant qu'il lui arrivera de très gros problèmes s'il se désiste du cambriolage. La destinée de notre homme l'attend devant l'usine chimique Ace Chemical. Après avoir enfilé le masque du Red Hood, il se dirige vers la fabrique de cartes à jouer. Malgré le fait qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de garde, il y en a bien quelques-uns de présents au sein de l'usine. Le plan tombe à l'eau. Les trois hommes prennent alors la fuite. Des renforts sont appelés par le garde, nos trois cambrioleurs courent toujours, bien que notre homme n'arrive toujours pas à trouver la sortie à cause de la faible visibilité que lui procure le masque. Après une courte course, des coups de feu retentissent. L'un des deux mafieux meurt sur le coup, tandis que l'autre est blessé à la jambe. Ce dernier hurle au garde que le chef de la bande n'est autre que celui portant le masque rouge. Il ne va pas alors être poursuivi par les gardes, mais par une toute autre personne. Batman lui-même est présent et s'élance afin de le rattraper. Pris de peur, notre homme saute dans un canal d'eau situé au pied de l'usine chimique. La dernière vision qu'il eut avant de sauter était le visage de Batman. Il arrive tout de même à se sortir. Mais une fois sorti de l'eau, ce dernier a le visage qui brûle. Après avoir constaté ce qu'il était devenu, on pourrait croire qu'il s'est mis à pleurer. Mais ce n'est pas le cas. Il était au contraire pris dans un fou rire. En une journée, la vie de notre homme a basculé, et l'un des plus grands monstres que connut Gotham est né. Enfermé dans une cage, Jim Gordon n'a aucun moyen pour ne pas écouter le discours démoralisant du Joker. Accompagné d'étranges personnes, il explique que dans un monde aussi dur et irrationnel que le nôtre, il est donc inconcevable qu'un homme reste ordinaire face à cette atroce réalité. Le Joker n'a que de l'estime pour les gens comme lui, physiquement atypiques, qui possèdent une moralité comme la sienne. Il lui conseille de céder à la folie suite à toute la pression qu'il a subie ces dernières heures. Tandis que le Joker faisait le clown avec ses semblables, les lumières de la Batmobile éclairent la scène. Batman débarque et saute sur le Joker afin de le maîtriser. Grâce à l'un de ses gadgets loufoques, le Joker parvient à fuir, et plutôt que de le poursuivre, Batman préfère se rendre auprès de Jim Gordon. Le commissaire, sous le choc et après ce que lui a fait subir le Joker, insiste pour que Batman aille à la poursuite du Joker afin de l'attraper. Il précise que tout doit être fait dans les règles, afin de lui montrer que son discours est totalement faux et que sa morale est abjecte. Batman s'engouffre dans une sorte de maison des illusions, alors qu'il échappe de peu à des pièges mortels, il entend loin le Joker lui dire qu'il s'en moque de se faire attraper. Son but étant de rendre Jim Gordon totalement fou, en prouvant que suite à une mauvaise journée, même le plus bon des hommes peut pencher du côté obscur, acceptant la folie et échappant au monde rationnel. Il va même supposer que Batman a également eu droit à son mauvais jour sans vraiment de savoir de quoi il s'agit. Batman va finalement mettre la main sur le Joker et lui faire comprendre que tout son petit jeu n'a aucun effet, que Jim Gordon va bien malgré ce qu'il a vécu et qu'il y a seulement l'homme derrière le Joker qui a craqué suite à de tragiques événements à en devenir un criminel fou furieux. Le Joker ne va pas se laisser faire, mais Batman aura le dernier mot. Après une dernière blague de mauvais goût, s'ensuit la conversation finale du récit où le Chevalier Noir va essayer une bonne fois pour toutes de ramener le Joker vers le beau côté, en expliquant qu'il ne va pas le tabasser mais le mettre sous les barreaux, car il opère selon les règles de l'État. Batman va même jusqu'à lui tendre la main, lui disant qu'il a vécu des choses difficiles également, et qu'il peut toujours s'en sortir avec de l'aide. Sinon, il y a de fortes chances qu'ils s'engagent tous deux vers une voie sans issue où la mort les attend tous les deux. Le Joker rétorque qu'il est trop tard, et va enchaîner sur une blague. Le Joker explose de rire, suivi de Batman le tenant par le col sous un ciel pluvieux. Le comics se termine donc sur une fin ouverte. De nombreuses théories vont donc voir le jour. Le Batman est-il devenu fou? Batman a-t-il tué le Joker? Ou Batman a-t-il simplement capturé le Joker? Faisons le point dans la partie conclusion.
Ce récit iconique a donc permis d'en savoir plus sur les origines du Joker, mettant en avant le fait qu'une mauvaise journée a détruit la vie d'un homme qui a basculé vers la folie plutôt qu'être aidé et retrouver le droit chemin. Les événements de The Killing Joke sont tellement marquants qu'elles vont avoir des répercussions sur la suite des aventures de Batman. Que ce soit l'handicap et le traumatisme de Barbara Gordon, qui passe donc de Batgirl à Oracle, ou bien même toutes les fois où les événements de The Killing Joke ont été mentionnés dans des œuvres ultérieures. Ce qui à la base ne devait pas être le cas étant donné que The Killing Joke est un one-shot, prévu pour être lu indépendamment des séries régulières Batman. Pour ma part, je trouve ce récit vraiment bon, que ce soit au niveau du scénario de Alan Moore, qui est certes court mais intense, nous dévoilant beaucoup de choses sur la façon de penser du Joker et ce qui l'a conduit à être ainsi. Les dessins de base de Brian Holland sont vraiment très beaux. L'édition originale était colorisée par les couleurs et le coloriste de l'époque, mais sur la nouvelle version, c'est le dessinateur lui-même qui a recolorisé l'intégralité des planches grâce à l'avancée technologique. Certaines personnes préfèrent les couleurs de base, mais je vous avoue que les nouvelles couleurs me plaisent davantage. D'autant plus que ça accentue certains effets de mise en scène très intéressants. Les flashbacks mettant en scène le passé du Joker sont en noir et blanc, avec quelques éléments du décor colorisés, donnant un contraste sympathique. D'une page à l'autre, on peut retrouver des similitudes sur certains dessins. Vous pouvez voir quelques exemples sur votre écran. Cela permet de bien nous immerger dans l'aventure. Et donc, pour en finir, que se passe-t-il vraiment à la fin de l'histoire? À vrai dire, même les auteurs sont plutôt flous à ce sujet. Depuis plus de 30 ans, de nombreuses théories ont vu le jour, certaines plus ou moins probables. Je vous avoue que plusieurs d'entre elles m'ont convaincu. Néanmoins, je suis presque convaincu du dénouement de l'histoire. En effet, selon moi, Batman attrape le Joker pour le livrer à la police, comme lui avait demandé Jim un peu plus tôt. C'est donc une boucle infinie. Les affrontements entre Batman et le Joker n'ont pas de fin, si ce n'est la mort d'un des deux ou des deux protagonistes. Comment en suis-je arrivé à cette idée? Le récit s'ouvre et se termine par exactement les mêmes cases, c'est-à-dire l'arrivée de la voiture de police à Arkham et la voiture de police au parc d'attractions abandonné. Le tout sous un temps sombre et pluvieux, les phares de la voiture reflétant sur une flaque d'eau sur le sol. À la fin du récit, Batman poursuit le Joker dans la maison de fous du parc abandonné, tandis qu'au début du récit, Batman se rend à la cellule Joker à l'asile d'Arkham, soit la maison des fous de Gotham. On aperçoit également Jim Gordon qui, au début de l'histoire, prévient Batman de ne pas taper l'imposteur ayant pris la place du Joker, mais plutôt de le traiter comme un détenu normal. Et c'est pareil à la fin du récit où malgré ce qu'il a subi, ce dernier va demander à Batman de capturer le Joker dans les règles de l'art. Vous l'aurez donc compris, l'histoire entre ces deux personnages n'aura jamais de conclusion positive. Prisonniers tous deux d'une boucle interminable, ils vont passer leur vie à se chercher jusqu'au jour où le pire arrivera. De plus, étant donné que l'histoire fait dorénavant partie de la continuité des histoires du Chevalier Noir, les événements du récit ont des conséquences sur les futures histoires du Chevalier Noir. Le Joker n'est donc pas mort puisqu'il va continuer de mener la vie dure à Batman et ses alliés. Mais vous allez me dire, oui je comprends ton point de vue, mais pourquoi Batman rigole-t-il à la fin de l'histoire? Si je reviens à la théorie sur la boucle supposée du récit, au début de l'histoire, quand Batman rentre dans la cellule Joker, on y aperçoit une phrase disant « c'est deux mecs dans un asile de fous », exactement comme le début de la blague que le Joker raconte à la fin de l'histoire. Et oui, tout comme moi, le Joker l'a compris également, notre justicier masqué a de grandes chances d'être atteint par la folie également. Pas une folie meurtrière comme son antagoniste, mais plutôt une folie délirante. Croire qu'il est possible de sauver une ville d'un mal incurable, le tout déguisé en chauve-souris. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo et à me laisser un commentaire. D'ailleurs, vous pouvez me demander sur quel autre personnage de l'univers de Batman vous voudriez une vidéo où je raconte une de ces histoires emblématiques. L'année dernière, DC Comics a lancé le mouvement One Bad Day, qui consiste à proposer à plusieurs équipes créatives de s'occuper d'un des méchants de Batman en racontant à travers un récit court comment ce dernier est devenu un vilain emblématique du Chevalier Noir. Les premiers récits sont actuellement en cours de parution. J'en ferai sûrement une vidéo quand je les aurai tous lus d'ici quelques mois. En attendant, je vous attends la semaine prochaine pour parler d'un autre vilain de Batman. Voulez-vous un indice? Il s'agit d'un vilain avec un nom d'oiseau. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.